1942 Libye. Rommel, le renard du désert, envoie un message urgent à Berlin. Surveillez cet officier français, Leclerc, il est dangereux. Ces généraux rient et ignorent l'avertissement, persuadés qu'un commandant avec seulement 400 hommes ne peut rien contre leur empire de 3 900 000 km². Mais comment un seul homme a-t-il pu transformer l'ignorance de ses ennemis en leur plus grande défaite ? La chaleur écrasante du désert africain frappe le quartier général allemand à Tobrouk comme un marteau brûlant. Le sable jaune colle aux bottes des soldats, la sueur coule sur leurs visages rouges. À l'intérieur d'une tente militaire, l'air est lourd et difficile à respirer. Un seul ventilateur tourne lentement au plafond, mais il ne fait que pousser l'air chaud d'un côté à l'autre. Le général Feldmarschall Erwin Rommel se tient debout, devant une grande table couverte de cartes. Ses yeux bleus fixent un dossier mince marqué « Force française, libre secteur, Tchad ». Ses doigts tapent nerveusement sur la table en bois. Rommel est l'homme que tout le monde appelle le renard du désert. Il a gagné toutes ses batailles en Afrique. Il a fait reculer les Britanniques encore et encore. Mais aujourd'hui, quelque chose le dérange. Autour de lui, 5 généraux allemands attendent. Leurs uniformes gris sont parfaits. Leurs médailles brillent, même dans la lumière faible de la tente. Ils parlent entre eux à voix basse. L'un d'eux rit, un autre regarde sa montre. Ils pensent que cette réunion est une perte de temps. Rommel lève enfin les yeux. « Messieurs, dit-il d'une voix grave, nous devons parler de Philippe Leclerc, de Haute-Cloque. » Il ouvre le dossier. Une photo tombe sur la table. Elle montre un homme au visage maigre avec des yeux perçants. Il commande les forces françaises au Tchad. Le général von Thomas souffle bruyamment par le nez. « Les Français libres, dit-il avec un sourire moqueur. Ils ne sont que 3 500 hommes dans tout le désert africain. Nous contrôlons 3 900 000 km². Ils représentent que 0,2% des forces alliées en Afrique du Nord. » Les autres généraux hochent la tête. L'un d'eux ferme son carnet de notes. Un autre commence à ranger ses papiers. Pour eux, la conversation est déjà terminée. Mais Rommel lève la main. « Écoutez-moi, insiste-t-il. » Sa voix devient plus forte. En mars 1941, cet homme a pris Koufra, avec seulement 400 soldats. Les Italiens avaient à 1200 hommes dans cette ville. Ils avaient des murs en béton, ils avaient des mitrailleuses, ils avaient assez de nourriture pour tenir 6 mois. Le général Kramer croise les bras. « Et alors ?» demande-t-il. « Les Italiens ne savent pas se battre. Tout le monde le sait. Ce n'est pas une surprise qu'ils aient perdu. » Rommel secoue la tête. Il sort une autre feuille du dossier. « Ce n'est pas la question, dit-il en frappant du doigt sur le papier. La question est comment il l'a fait. Leclerc a traversé 1000 km de désert vide. Ces hommes ont eu soif, ils ont eu faim, mais ils sont arrivés exactement là où personne ne les attendait. Ils ont attaqué de nuit, les Italiens dormaient. En 3 heures, la bataille était finie. » La tente devient silencieuse. On entend seulement le vent qui pousse le sable contre la toile. Le ventilateur continue de tourner. Un officier tousse. Le général Bayerlein se penche en avant. « C'est intéressant, dit-il lentement. Mais c'est juste une petite ville dans le désert. Koufra n'a aucune valeur stratégique. Ce n'est pas important pour la guerre. » Rommel sent la frustration monter dans sa poitrine. Il respire profondément. « Vous ne comprenez pas, dit-il en secouant de nouveau la tête. Ce n'est pas la ville qui compte, c'est la manière de penser de cet homme. Leclerc ne se bat pas comme les autres, il ne suit pas les règles normales. Il marche vers la carte accrochée au mur. Son doigt trace une ligne rouge dans le sable. Regardez ici, depuis Koufra, Leclerc a fait 12 raids différents. Il attaque les convois italiens, il détruit les puits d'eau, il brûle les dépôts de carburant et ensuite il disparaît dans le désert comme un fantôme. » Von Thomas se lève de sa chaise. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le Feldmarschall, dit-il d'un ton ferme, nous avons des problèmes plus importants. Montgomery rassemble une armée énorme en Égypte. Les Américains vont peut-être débarquer au Maroc. Et vous voulez que nous perdions du temps avec un commandant colonial qui a 400 hommes. » Les autres généraux murmurent leur accord. Leur tête bouge de haut en bas. Leur visage montre clairement ce qu'ils pensent. Pour eux, Rommel s'inquiète pour rien. Rommel retourne à la table, il ramasse tous les papiers du dossier.
Ses mains tremblent un peu, mais pas de peur, de colère. « J'ai vu beaucoup de commandants dans ma vie, » dit-il d'une voix basse et dangereuse. « J'ai combattu les Français en 1940. J'ai combattu les Britanniques ici, dans ce désert brûlant. Je sais reconnaître un homme dangereux quand je vois ses actions. » Il met le dossier sous son bras. Leclerc ne pense pas comme un commandant colonial, il pense comme un chef de guerre. Il utilise la faiblesse comme une force, il transforme le désert en arme. Ces hommes peuvent vivre avec presque rien, ils peuvent marcher là où nos camions ne peuvent pas aller. Ils frappent vite et disparaissent avant que nous puissions répondre. Le général Cramer soupire. « Que voulez-vous que nous fassions » demande-t-il avec impatience. Rommel les regarde tous un par un. « Je veux que vous surveilliez Leclerc. Je veux des rapports sur tous ses mouvements. Je veux savoir où il va, ce qu'il attaque, comment il se déplace. Et je veux que vous preniez cet homme au sérieux. » Bayerlein note quelque chose dans son carnet, mais les autres ne font rien. Leurs visages restent fermés, leurs yeux montrent qu'ils pensent que leur commandant exagère. Rommel voit leur réaction. Il sait qu'ils ne l'écoutent pas vraiment. « Un jour, dit-il en se dirigeant vers la sortie de la tente, vous regretterez de ne pas m'avoir écouté. Cet officier français va nous causer plus de problèmes que vous ne pouvez l'imaginer. » Il sort dans la lumière aveuglante du soleil. Le sable brûle sous ses bottes. Au loin, le désert s'étend comme une mer jaune sans fin. Quelque part là-bas, à des centaines de kilomètres, Leclerc prépare son prochain raid. À l'intérieur de la tente, les généraux se regardent. Von Thomas hausse les épaules. « Le désert lui fait perdre la raison », murmure-t-il. Les autres rient doucement. Ils roulent leurs cartes, ils ferment leurs dossiers. Pour eux, cette réunion est terminée. Mais dans le bureau de Rommel, le dossier marqué Leclerc reste ouvert sur la table. Et dans ce dossier, une note écrite à la main dit simplement « Cet homme ne respecte pas les règles conventionnelles de la guerre du désert. Surveillez-le, c'est un ordre. » Personne ne lira cette note avec attention. Personne ne suivra vraiment cet ordre. Et c'est exactement là que commence leur erreur la plus grave. 2 mois plus tard, le soleil se lève sur le camp militaire de Leclerc, près de Faya-Largeau, au Tchad. Les premiers rayons de lumière orangée touchent les tentes blanches. L'air est encore frais, presque froid. Dans quelques heures, la température montera à 48 degrés. Mais maintenant, les soldats peuvent encore respirer sans difficulté. Philippe Leclerc de Haute-Cloque marche entre les véhicules garés en ligne droite. Il touche chaque camion, chaque voiture blindée. Ses mains vérifiaient les pneus, les réservoirs d'essence, les mitrailleuses montées sur les toits. Il compte dans sa tête. 15 camions, 8 voitures blindées, 300 hommes. Pas beaucoup pour faire la guerre. Mais Leclerc a une idée que personne n'a jamais essayée dans ce désert. Il va transformer la petite taille de son armée en avantage. Comment ? En bougeant plus vite que n'importe qui. Son adjoint, le capitaine Massu, arrive avec un carnet. « Mon colonel, dit-il en saluant, les hommes sont prêts, nous avons assez d'eau pour 28 jours, assez d'essence pour 3200 kilomètres. » Leclerc sourit. « Parfait, dit-il, nous allons au Faisan, nous allons frapper les Italiens là où ils ne nous attendent pas. » Massu ouvre son carnet. Le Fezzan est à 1600 km d'ici, mon colonel. Les cartes montrent qu'il n'y a pas de route, juste du sable et des rochers. Exactement, répond Leclerc. Ses yeux brillent. C'est pour ça que les Italiens pensent que nous ne viendrons jamais. Ils gardent leur ville avec peu de soldats. Ils dorment bien la nuit. Ils croient que le désert les protège. Il montre la carte étalée sur le capot d'un camion. Son doigt trace une ligne à travers le sable vide. Nous allons rouler de nuit. 300 km par nuit. Nous nous reposerons le jour sous des filets de camouflage. Les avions italiens ne nous verront pas. Massu fronce les sourcils. 300 km par nuit, mon colonel, c'est impossible. Les autres armées font seulement 80 ou 100 km par jour. Leclerc secoue la tête. Les autres armées ont peur du désert. Nous allons devenir amis avec le désert. Nous allons apprendre à vivre dans le sable comme les scorpions. Et c'est exactement ce qu'ils font. Pendant 28 jours, la colonne de Leclerc roule dans la nuit noire. Les étoiles brillent comme des diamants au-dessus de leur tête. Le froid de la nuit fait trembler les hommes. Leurs dents claquent. Mais ils continuent. Les moteurs des camions ronronnent dans le silence du désert.
Le sable crisse sous les pneus. Parfois, un homme chante doucement pour rester éveillé. Les autres écoutent et sourient dans le noir. Quand le soleil se lève, ils s'arrêtent. Les soldats tirent de grands filets verts sur les véhicules. De loin, le camp ressemble à des rochers ou des buissons. Les avions italiens passent au-dessus d'eux 3 fois, mais ils ne voient rien. Les hommes dorment pendant les heures chaudes, ils se réveillent à 16 heures, ils mangent un peu de pain sec et de viande en conserve, ils boivent leur ration d'eau, 1 litre par homme et par jour. Pas plus. Leurs lèvres sont sèches et craquelées, leurs visages sont brûlés par le soleil. Mais personne ne se plaint. Le 11 janvier 1943, ils arrivent devant Mourzouk. C'est une ville italienne avec des murs blancs et des tours de garde. 300 soldats italiens sont à l'intérieur, ils ont des canons, ils ont des mitrailleuses. Ils pensent quasi qu'ils sont en sécurité. Le clerc regarde la ville à travers ses jumelles. Il est 19 heures. Le soleil se couche derrière les dunes. Le ciel devient rouge, puis violet, puis noir. « Nous attaquons à minuit », dit-il calmement. Ces officiers hochent la tête. Ils ont appris à faire confiance à leur commandant, même quand son plan semble fou. À minuit exactement, les moteurs rugissent. Les véhicules de Leclerc foncent vers la ville. Les Italiens dorment. Les sentinelles regardent vers l'horizon, mais dans la mauvaise direction. Elles ne voient rien. Les premiers coups de feu éclatent. Les mitrailleuses françaises tirent sur les tours. Les soldats italiens courent partout en criant. Ils ne savent pas combien d'ennemis les attaquent. Dans le noir, avec le bruit et la fumée, ils pensent qu'une armée entière est arrivée. 47 minutes plus tard, le drapeau blanc monte sur la tour principale. La bataille est finie. Leclerc compte ses pertes. 0 mort, 0 blessé. Les Italiens ont tous levé les mains. Pendant ce temps, à 2000 km au nord, le général britannique Montgomery entend parler de Mourzouk. Il ne croit pas le rapport au début. « Impossible », dit-il à son adjoint. « On ne peut pas prendre une ville fortifiée en moins d'1 heure sans perdre un seul homme. » Mais le rapport est vrai. Montgomery demande à rencontrer Leclerc. 2 semaines plus tard, ils se voient dans une tente au milieu du désert. Montgomery est un homme grand et fier. Il porte son uniforme avec toutes ses médailles. Il parle fort et donne des ordres à tout le monde. Leclerc arrive en uniforme simple et poussiéreux. Ses bottes sont couvertes de sable. Son visage est brûlé par le soleil, mais ses yeux sont vifs et intelligents. « Comment faites-vous » demande Montgomery sans politesse. « Mes hommes utilisent 8 obus par cible. Mes rapports disent que vous utilisez un obus par cible. Comment est-ce possible » Leclerc sourit doucement. « C'est simple, dit-il. Nous attendons d'être très proches avant de tirer. Nous ne gaspillons pas de munitions, chaque balle doit compter. » Montgomery secoue la tête. « Et comment vous déplacez-vous si vite ? Mes colonnes font 100 km par jour au maximum. Vous faites 300 km. Nous voyageons léger, explique Leclerc. Nous ne transportons pas de choses inutiles, pas de lit, pas de table, pas de chaises confortables, juste l'eau, l'essence, les armes et la nourriture. Rien d'autre. » Montgomery reste silencieux pendant un long moment, puis il dit « Vous êtes fou, mais vous êtes brillant. » Il devient le champion de Leclerc. Il écrit des lettres à Londres pour demander plus d'armes et de camions pour les Français. Il raconte à tout le monde l'histoire de Mourzouk. Mais à Berlin, les généraux allemands ne changent pas d'avis. Rommel envoie son 2e mémo en novembre 1942. Il écrit « Leclerc devient plus dangereux chaque jour. Il faut l'arrêter maintenant. » La réponse arrive 2 semaines plus tard. Concentrez vos efforts sur Montgomery et les Américains. Le secteur du Tchad n'a aucune importance stratégique. Rommel froisse le papier dans sa main. Il sait qu'ils font une erreur, mais personne ne l'écoute. En décembre 1942, Leclerc lance son plus grand raid. Il veut conquérir tout le Fezzan. C'est une région grande comme la France. Les Italiens ont 20 villes fortifiées là-bas. Ils ont 3000 soldats. Leclerc a 400 hommes. Mais il a quelque chose que les Italiens n'ont pas, la vitesse et la surprise. Pendant 3 mois, sa colonne frappe encore et encore. Une ville tombe, puis une autre, puis une autre. Les Italiens envoient des renforts, mais Leclerc est déjà parti. Il frappe au nord, puis au sud, puis à l'est. Les Italiens courent dans tous les sens comme des poulets sans tête. Chaque nuit, le désert résonne du bruit des moteurs.
les chenilles des chars américains. M3 Stewart grince sur les rochers, le sable rouge tourbillonne dans l'air. Les hommes de Leclerc, le visage couvert de foulard contre le sable, avancent sans arrêt. Les pertes de Leclerc pour toute la campagne du Faisan, 23 hommes. Les pertes italiennes, 800 hommes tués ou capturés. En janvier 1943, Rommel envoie son 3e mémo à Berlin. Il écrit en lettres rouges « Urgent, Leclerc menace toute notre position en Afrique du Nord. Donnez-moi des renforts pour le secteur du Tchad. » La réponse est la même. Non, concentrez-vous sur les vrais ennemis. Rommel jette le télégramme à la poubelle. Il regarde par la fenêtre vers le désert sans fin. Ils vont regretter, murmure-t-il pour lui-même. Ils vont tous regretter. Janvier 1943, Faisan. Le désert change de visage sous les bottes des soldats de Leclerc. Ce qui était autrefois un empire italien devient territoire libre. Les drapeaux tricolores français flottent maintenant sur 20 villes qui portaient les couleurs de l'Axe il y a seulement 3 mois. Dans les bureaux du haut commandement allemand à Berlin, un officier entre dans la salle de réunion avec une grande carte. Il la déroule sur la table devant 6 généraux en uniforme gris. La carte montre l'Afrique du Nord. Des cercles rouges marquent toutes les positions perdues. « Messieurs, dit l'officier d'une voix nerveuse, nous avons un problème au sud. » Son doigt trace une ligne à travers le Faisan. En 1940, l'Axe contrôlait 2 500 000 km² en Afrique subsaharienne. Il s'arrête, il avale sa salive. Aujourd'hui, en janvier 1943, nous ne contrôlons plus rien. 0 km². Leclerc a tout pris. Un général frappe du poing sur la table. Comment est-ce possible? Combien d'hommes a-t-il? L'officier consulte ses papiers. 400 hommes, monsieur le général, contre nos 3000 soldats italiens. Le silence remplit la pièce comme de l'eau froide. Les généraux se regardent. Personne ne veut parler le premier. Finalement, l'un d'eux demande. Et nos pertes? 800 hommes tués ou capturés, monsieur. Les Français ont perdu seulement 23 hommes. Un autre général se lève brusquement. Sa chaise tombe derrière lui. C'est impossible, vous lisez mal les rapports. Mais l'officier secoue la tête. Non, monsieur, j'ai vérifié 3 fois. Les chiffres sont corrects. Ce n'est pas seulement le nombre de villes perdues qui fait peur aux Allemands, c'est autre chose. Quelque chose de plus dangereux. Leclerc et ses hommes ont découvert les routes secrètes que l'Axe utilise pour transporter des armes et de l'essence à travers le désert. Pendant 18 mois, les unités de Leclerc envoient des rapports aux Alliés. Ces rapports montrent où passent les convois, où se trouvent les dépôts cachés, où les Allemands stockent leur carburant. Les avions de reconnaissance britanniques avaient survolé ces zones 100 fois. Ils n'avaient rien vu. Mais les hommes de Leclerc qui marchent dans le sable, qui parlent aux nomades, qui suivent les traces dans les dunes, trouvent tout. Grâce à ces informations, les Alliés bombardent les lignes d'approvisionnement de Rommel. Les camions allemands n'ont plus assez d'essence. Les chars n'ont plus assez de munitions. L'Africa Corp commence à mourir de faim au milieu du désert. À Londres, le général de Gaulle lit les rapports de Leclerc avec fierté. Il convoque une réunion avec les officiers britanniques. « Regardez, dit-il en montrant les statistiques. Avant que Leclerc arrive au Tchad, nous ne contrôlions rien. Maintenant, toute l'Afrique subsaharienne est libre, 100% de libération. » Les Britanniques hochent la tête avec respect. Ils commencent à voir Leclerc différemment. Ce n'est plus juste un commandant colonial, c'est un maître de la guerre du désert. Mais les Allemands refusent toujours d'accepter la vérité. En février 1943, ils créent une nouvelle unité spéciale. Ils l'appellent la Wüstenwache Compagnie, la compagnie de surveillance du désert. 180 soldats allemands avec des motos, des camions rapides et des radios modernes. Leur mission? Trouver Leclerc et l'arrêter. Le commandant de cette unité est un capitaine nommé Klaus Werner. C'est un homme dur qui a combattu en Russie. Il pense que les Français ne sont pas de vrais guerriers. Il pense que son unité va régler le problème en quelques semaines. Werner établit son camp près de Seba, une des dernières villes italiennes encore debout. Il envoie des patrouilles dans toutes les directions. Ces hommes roulent jour et nuit, cherchant la colonne française. Pendant 2 semaines, ils ne trouvent rien. Le désert est vide. Pas de traces, pas de fumée, pas de bruit de moteur, rien. Puis une autre nuit, tout change.
Il est 3 heures du matin. Le camp allemand dort. Les sentinelles marchent lentement autour des tentes. Le froid de la nuit fait briller les étoiles comme des morceaux de glace dans le ciel noir. Soudain, des moteurs rugissent. Des phares s'allument de tous les côtés. Les véhicules de Leclerc sortent de l'obscurité comme des loups affamés. Les mitrailleuses françaises commencent à tirer. Les balles sifflent dans l'air. Les tentes allemandes s'enflamment. Les hommes courent partout en criant. Ils cherchent leurs armes, ils cherchent leurs bottes. Ils ne savent pas d'où viennent les coups de feu. Le capitaine Werner sort de sa tente en sous-vêtements. Il tient son pistolet dans une main. Formez les lignes, défendez le camp. Mais ces hommes ne peuvent pas former de ligne. Les Français sont partout. Ils tirent, ils lancent des grenades. Ils roulent à toute vitesse entre les tentes. 20 minutes plus tard, le silence revient. Les moteurs français s'éloignent dans le désert. Le sable retombe lentement sur le sol. La fumée monte vers le ciel. Werner compte ses pertes. 43 hommes sont morts, 62 blessés, tous les camions détruits, toutes les radios cassées. La compagnie de vaches de Woston n'existe plus. Il s'assoit sur une caisse de munitions vide. Ses mains tremblent. Il vient de comprendre quelque chose que Rommel savait depuis le début. On ne peut pas combattre un fantôme. Le 4 mars 1943, Rommel écrit son dernier rapport sur Leclerc. Ces mots sont amers. Leclerc mène une guerre que nos doctrines ne peuvent pas anticiper. Il transforme la faiblesse numérique en force tactique. Nous devons changer notre approche immédiatement. Il envoie le rapport à Berlin par télégramme urgent. La réponse arrive le 12 mars. Concentrez-vous sur Montgomery. Leclerc est une distraction. Nous avons des problèmes plus importants. Rommel lit ces mots 3 fois, puis il plie soigneusement le papier et le met dans sa poche. Il ne dira plus rien. Il a essayé d'avertir ses supérieurs. Ils n'ont pas voulu écouter. Dans le désert, la nuit tombe encore une fois. Les étoiles brillent. Le vent pousse le sable en petites vagues. Quelque part loin vers le sud, les moteurs de Leclerc ronronnent dans l'obscurité. Ces hommes roulent vers leur prochaine cible. Leurs visages sont brûlés par le soleil. Leurs uniformes sont déchirés et sales. Leurs lèvres sont craquelées par la soif, mais leurs yeux brillent de détermination. Ils savent quelque chose que les Allemands ne savent pas encore. Ils savent que les routes qu'ils ont ouvertes dans le désert vont changer toute la guerre. Pendant les 3 mois suivants, 12 000 tonnes de matériel allié passent par ces routes chaque mois. Des camions remplis de munitions, des camions remplis de nourriture, des camions remplis de médicaments. Tout cela arrive aux armées britanniques et américaines qui combattent au nord. Sans essence, sans munitions, sans nourriture, l'Africacorps devient de plus en plus faible. Rommel se bat comme un lion blessé. Il gagne encore quelques batailles, mais il sait que la fin arrive. En mai, les derniers soldats allemands en Afrique du Nord lèvent haut les mains. La guerre en Afrique est finie. L'Axe a perdu. Dans son bureau à Berlin, un général allemand regarde une carte. Ses yeux suivent de la ligne rouge qui traverse le Fezzan, la ligne que Leclerc a tracée avec ses hommes. Rommel avait raison, murmure-t-il. Nous aurions dû l'écouter, mais il est trop tard maintenant, beaucoup trop tard. Août 1944, France. Les chenilleux des chars français grincent sur les routes de campagne. La 2e division blindée de Leclerc roule vers Paris. Le général a maintenant 16 000 hommes sous son commandement. Ce n'est plus la petite colonne du désert, c'est une vraie armée. Mais Leclerc n'a pas changé sa façon de faire la guerre. Ses chars roulent encore la nuit. Ils frappent encore là où l'ennemi ne les attend pas. Ils bougent encore plus vite que tout le monde. Les généraux américains regardent avec surprise. Ils utilisent les mêmes tactiques qu'en Afrique, dit l'un d'eux. Attaquer de nuit, bouger vite, disparaître avant que l'ennemi puisse répondre. Et ça marche. Le 25 août 1944, les premiers chars de Leclerc entrent dans Paris. Les Allemands n'ont pas eu le temps de préparer une vraie défense. Ils pensaient que les Alliés arriveraient par le nord. Mais Leclerc est venu par le sud, exactement comme un mourzouk. Les cloches de Notre-Dame sonnent, les gens dansent dans les rues, les drapeaux français apparaissent à toutes les fenêtres. Paris est libre. Leclerc descend de son char. La foule l'entoure, les gens pleurent et rient en même temps. Un vieil homme s'approche de lui. « Mon général, dit-il en serrant la main de Leclerc, vous nous avez sauvés. » Leclerc secoue la tête doucement.
Non, répond-il, c'est la France qui s'est sauvée elle-même. Nous n'étions que les instruments. Mais tout le monde sait la vérité. Sans Leclerc et sa manière unique de faire la guerre, Paris aurait peut-être attendu des mois de plus. Des milliers de personnes auraient pu mourir. Les années passent. La guerre se termine en 1945. Leclerc continue de servir son pays. Il va en Indochine. Il essaie de trouver une solution pacifique au conflit là-bas. Puis le 28 novembre 1947, un avion militaire décolle d'Alger. Leclerc est à bord. Il retourne en France après une mission en Afrique du Nord. Le temps est mauvais. Des nuages noirs couvrent le ciel. Le vent souffle fort. L'avion s'écrase dans les montagnes près de Colombéchard. Il n'y a pas de survivants. Philippe Leclerc de Haute-Cloque meurt à 45 ans. La France pleure. Le général de Gaulle dit « La France a perdu un de ses plus grands soldats ». Le président de la République déclare 3 jours de deuil national. Des milliers de personnes assistent aux funérailles. En 1952, Leclerc devient maréchal de France à titre posthume. Son nom est gravé sur l'arc de triomphe avec les autres héros de la nation. Des ruseaux portent son nom dans 100 villes françaises. Mais il y a une autre personne qui aurait voulu voir cette reconnaissance. Quelqu'un qui savait dès le début que Leclerc était spécial. Erwin Rommel est mort en 1944. Hitler l'a forcé à se suicider parce qu'il soupçonnait le maréchal de participer à un complot contre lui. Rommel a bu du poison dans sa voiture, seul, loin de sa famille. Il n'a jamais vu ses avertissements validés. Il n'a jamais pu dire « je vous l'avais dit » à ses généraux. Mais quelque part dans les archives allemandes, ces 3 mémos sur Leclerc restent comme preuve. Preuve qu'il avait raison, preuve que personne ne l'a écouté. Aujourd'hui, dans les écoles militaires françaises, les jeunes officiers étudient les principes leclerciens. En 1956, ces principes deviennent partie du programme officiel à l'école de guerre. Les instructeurs enseignent vitesse, surprise, mobilité, initiative. En 1991, pendant la guerre du Golfe, la division française Daguet utilise les tactiques de Leclerc. Ils roulent vite dans le désert, ils attaquent de nuit, ils frappent où l'ennemi ne les attend pas. Ça marche exactement comme en 1942. Aujourd'hui encore, au Mali, au Niger, au Tchad, les forces spéciales françaises appliquent à la doctrine Leclerc. Elles font des raids longue distance, elles vivent dans le désert avec peu de ressources, elles transforment la faiblesse en force. Un colonel français interrogé en 2023 dit « Leclerc nous a appris que la guerre moderne n'est pas une question de nombre, c'est une question de vitesse et d'intelligence. » Mais l'histoire de Rommel et Leclerc nous enseigne quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse la guerre et les tactiques militaires. Elle nous enseigne que l'orgueil est plus dangereux que n'importe quelle armée. Les généraux allemands avaient un tout, les hommes, les armes, l'expérience, la puissance. Mais ils avaient aussi quelque chose qui les a détruits, la certitude d'avoir raison. Ils étaient tellement sûrs que Leclerc n'était pas important qu'ils ont refusé de voir la vérité. Même quand Rommel, leur meilleur commandant, leur disait de faire attention, ils n'ont pas écouté. Pourquoi ? Parce que Leclerc ne correspondait pas à leur image de ce qu'un ennemi dangereux devait être. Et il avait trop peu d'hommes, il venait d'un secteur qui semblait sans importance. Il n'était pas Montgomery avec sa grande armée, il n'était pas Eisenhower avec ses divisions américaines. Il était juste un homme avec 400 soldats dans le désert. Alors, ils l'ont ignoré. Et cet homme sans importance a ouvert les routes qui ont changé toute la guerre en Afrique. Cette leçon reste vraie aujourd'hui. Combien de fois ignorons-nous les avertissements parce qu'ils viennent de sources que nous jugeons trop petites ? Combien de fois refusons-nous d'écouter parce que quelque chose ne correspond pas à nos attentes ? Dans les entreprises, les dirigeants ignorent les jeunes employés qui ont de nouvelles idées. Dans les écoles, les professeurs ignorent les élèves qui pensent différemment. Dans les familles, les parents ignorent les enfants qui voient le monde d'une autre manière. Nous faisons tous la même erreur que les généraux allemands. Nous jugeons les menaces et les opportunités par leur taille apparente, pas par leur vraie nature. Leclerc nous montre qu'un homme déterminé avec une bonne idée peut changer le monde. Rommel nous montre qu'il faut avoir le courage d'écouter même quand tout le monde pense que vous vous trompez. La véritable défaite, ce n'est pas de perdre une bataille, c'est de perdre la capacité d'apprendre.
c'est de devenir si sûr de soi qu'on arrête d'écouter les voix qui nous dérangent. Les généraux allemands avaient raison sur beaucoup de choses. Ils avaient raison sur Montgomery, ils avaient raison sur les Américains, mais ils avaient tort sur Leclerc, et cette seule erreur a coûté cher, parce qu'ils ont appris trop tard que dans la guerre, comme dans la vie, ce ne sont pas toujours les grands qui gagnent. Ce sont ceux qui s'adaptent le plus vite, ceux qui pensent bien différemment, ceux qui refusent de suivre les règles quand les règles ne fonctionnent plus. Leclerc a gagné non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il était plus intelligent. Il a gagné non pas parce qu'il avait plus d'hommes, mais parce qu'il utilisait mieux les hommes qu'il avait. Et Rommel a perdu non pas parce qu'il était un mauvais général, mais parce que personne n'a écouté ses avertissements. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « Faites attention à cette petite chose qui ne semble pas importante », écoutez. La prochaine fois que quelqu'un voit un danger que les autres ne voient pas, prenez-le au sérieux, parce que l'histoire nous montre encore et encore la même leçon. Les plus grandes défaites commencent toujours par les avertissements qu'on a choisi d'ignorer.